Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, monsieur Iter Sommet, consultant senior et conseiller en communication et médias. Bonsoir, monsieur Sommet. Bonsoir, monsieur Vedrago. Et merci d'avoir accepté donc notre invitation ce soir. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat série A4, d'une maîtrise en lettres modernes de l'université de Ouagadougou, obtenue en 1988. Vous êtes titulaire également d'un DEA en littérature et échange interculturel de l'université Paris 12 Val-de-Marne, obtenu en 1992. Vous êtes diplômé S-Lettres de l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et vous êtes également titulaire d'un diplôme universitaire de langue et civilisation orientale. Donc, quand on regarde votre parcours, tout de suite, on voit votre choix de formation après le bac, les lettres. Qu'est-ce qui a motivé, en tout cas, ce choix d'une formation en lettres? Je vais rendre hommage à quelqu'un, à la mémoire de quelqu'un qui a changé, j'allais dire, qui a marqué à jamais ma vie, qui n'est plus, mais quelqu'un qui restera éternellement un modèle pour moi, c'est mon maître du CM2, M. Augustin Somda, qui est décédé il y a quelques années de cela. Mais ce monsieur, c'est grâce à lui, j'allais dire, que je suis même allé à l'école. Parce que moi, je suis le dernier d'une fratrie de 5 enfants, de la première épouse de ma maman, de mon papa du moins, qui en avait 4. Et mon papa s'est fait un point d'honneur à scolariser tous ses enfants. Dont mes aînés, donc ceux de ma maman naturellement, parce que c'était la première dame sur les trucs. Et puis, je ne sais pour quelle raison, il avait décidé que moi, il me gardait auprès de lui et que je ne devrais pas aller à l'école. Et puis, il était par ailleurs très ami à M. Somda, qui se trouvait être le directeur de l'école. Paraît-il, j'étais assez volubile quand j'étais petit, donc déjà, il y avait des signes. Et toutes les fois où M. Somda venait rendre visite à son ami, donc mon papa, sur le truc machin, paraît-il, bon, j'étais toujours là, puisque moi j'étais très proche de mon papa, on causait, on bavardait et tout. Et puis, c'est au mois de février, je crois de 1970, puisque c'est en 70 que je suis allé à l'école. Un mois après la rentrée? Un mois, non, pas un mois, Des mois. Et puis un jour, il a posé la question comme ça. Mon papa, il dit, mais au fait, mon ami, puisque paraît-il, il m'appelait son ami, il dit, mais mon ami, il a quel âge? Et mon papa a dit, bon, 7 ans. Et il lui dit, mais pourquoi tu ne l'as pas amené au recrutement? Et c'est comme ça qu'il m'a amené à l'école, que j'ai rejoint l'école en février, plutôt que octobre comme les autres. Et ce monsieur, c'était une école à 3 classes, donc il enseignait CM1, CM2. Il s'est trouvé que j'ai eu maille à partir avec mon maître du CE1, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Et le maître du CM2, donc le directeur, est venu me chercher. Vous étiez turbulent? Non, pas particulièrement. Je n'étais pas turbulent, mais je ne veux pas évoquer cet épisode parce que lui, il vit. Et s'il m'entend dire ça à la télé, parce que je crois qu'il a quelques regrets par rapport à cet épisode-là qui s'est passé entre lui et moi. Donc, on m'a enlevé du CE2, aller dans la classe de CM que t'aidait M. Somda. Donc, j'ai fait 3 ans avec lui. Mais c'est un monsieur qui aimait visiblement les lettres, qui m'a donné de l'amour du français en tant que tel. Et c'est ça que vous avez gardé? C'est ça que j'ai gardé jusqu'à mes études. Et il y a eu aussi un petit couac dans mon parcours, parce que, pas couac en tant que tel, mais un autre épisode lié à ça. Lorsque moi j'ai fait mon premier cycle au lycée Ouézin à Bobo, j'ai fait mon BPC là-bas. Et puis en 1981, si ma mémoire est bonne, et puis on m'a affecté en seconde aux Zenda. Vous savez quelle seconde? C. On m'a envoyé en seconde C. Moi, je n'aimais pas forcément particulièrement les mathématiques, mais la note que j'ai obtenue au BPC a fait qu'on m'oriente en C. Donc, on m'enlève de Bobo, on m'amène à Ouaga pour faire une seconde C. J'arrive en C, tous mes profs de littérature me disent, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu as des dons dans les matières littéraires, tu devrais être plutôt en A qu'en C. OK. Je me retrouve en première A. Donc, sur les conseils, oui, sur les conseils de mes profs de matière littéraire.
je me retrouve en première A, et tous les profs de matière scientifique me disent, qu'est-ce que tu fous là? Tu devrais être en C. Ça veut dire que vous étiez plutôt polyvalent. Bon, on peut dire ça comme ça, oui. Mais moi, je ne comprenais pas cette polyvalence parce qu'après, ça me fatiguait un peu. Alors, du coup, j'ai dit, bon, comme on ne sait pas qu'est-ce que je dois faire, je ne dois pas faire C, je ne dois pas faire A, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai décidé de faire mon bac en candidat libre en première et je suis parti. Parce qu'il y avait des difficultés avec mon orientation en tant que telle, donc j'ai fait le bac en candidat libre. Le bac A. Le bac A, et puis mais est-ce qu'au-delà de l'amour des lettres, est-ce que vous aviez un rêve particulier dans la littérature? Est-ce que vous voyez une carrière de littéraire ou bien en tout cas quelque chose en lien avec cette formation? J'aimais bien les lettres pour la raison première que j'ai évoquée à cause déjà de mon maître de CM2 et à cause aussi de ma prof de français quand j'étais au premier cycle qui m'a épaté. J'aimais bien les belles phrases, j'aimais beaucoup lire et la littérature m'a toujours fasciné par le fait qu'elle permet d'exprimer et de partager avec le monde ce que l'on ressent. Et c'est pour ça que plus tard, je me serais essayé un peu aux écrits, à tout ce qui s'ensuit, parce que je crois que j'ai ça dans l'âme et j'adore la littérature en fait. Mais il faut aimer la littérature, mais il faut également en vivre. C'est là ma question en fait. Est-ce que vous vouliez faire quoi exactement en embrassant donc cette carrière? Les lettres, comme on a coutume de le dire, ça ne nourrit pas forcément son homme. Même ceux qui ont écrit, qui ont été des écrivains célèbres et tout, le diront. C'est pas ça la richesse qu'on recherche quand on se lance dans une carrière artistique ou littéraire. Ça enrichit d'abord par l'âme et ensuite par cette opportunité, cette capacité-là que l'on a à partager. Et quand je dis partager, ça veut dire aussi quelque part influencer un peu. Parce qu'on a la facilité de s'exprimer, de partager ses idées et d'échanger avec les autres. C'est ça la première richesse que l'on poursuit lorsque l'on a l'amour ou qu'on se lance dans des études littéraires. Ce n'est pas forcément pour une ceinture d'or. Pour une ceinture d'or. C'est autre chose qu'il faut faire à ce moment-là. Alors, M. Sommet, on vient de célébrer justement la journée de la francophonie. Yeah. L'occasion, bien sûr, chaque année de s'interroger sur l'évolution justement de la langue de Molière. Et beaucoup aujourd'hui, en tout cas, sont unanimes à dire qu'il y a une baisse générale du niveau du français. Est-ce que vous faites le même constat et quel est le problème aujourd'hui? Le constat, je le fais absolument et j'en suis plus que désolé parce que pour quelqu'un, comme j'ai dit tantôt, qui a, dès le bas âge, qui a eu cet amour-là pour les belles lettres, aujourd'hui, quand tu constates un peu ce qui se passe, vous rencontrez un étudiant, il a un master 2, je ne sais pas trop quoi, mais il n'est pas capable de vous faire une seule phrase écrite sans faute. Nous, on faisait des dictées de 3-4 paragraphes et la fierté, c'était des fois de faire 0 faute sur le tout. Aujourd'hui, c'est l'étudiant lui-même ou l'élève lui-même qui pense, qui réfléchit, mais qui n'est même pas capable de rédiger. Et ça, c'est compliqué. Parce que, je ne sais pas, parce que c'est un outil. Mais d'où vient le problème, selon vous? Le problème vient... Bon, il n'est pas propre au Burkina, hein, parce que je ne vais pas non plus jeter l'opprobre sur notre système éducatif. Il est un peu... même en France aujourd'hui, c'est pareil. C'est pareil. Moi, je pense qu'à un moment donné, on a plutôt perçu le français, la matière littéraire, le français en particulier, puisque c'est de ça qu'il s'agit, comme un outil de communication. On a abandonné les fondamentaux. On a réduit peut-être la langue à sa plus simple expression. À sa plus simple expression. On a réduit la langue exactement à sa plus simple expression. C'est devenu plus un outil de communication qu'une matière, j'allais dire, scientifique. Parce que il y a un épisode qui me revient en mémoire. Lorsque j'étais en études en Sorbonne, j'ai eu maille à partir avec un de mes profs sur une question de concordance de temps.
Et je reviens encore à mon fameux maître du CM2 qui m'avait donné l'amour de ce truc. Et j'arrive en Sorbonne, mon prof me sort une phrase, ah, manifestement, la concordance d'État n'y était pas. Et j'ai dit non, j'ai un souci, j'ai levé le doigt, j'ai dit non, la phrase n'est pas correcte. Ah bon? Pourquoi? Je dis non, tel temps appelle tel temps. Et votre phrase, elle ne l'est pas. Bon, ça a été, on s'est un peu chamaillé là-dessus, mais finalement, on a fini par se comprendre. Et je veux dire que c'est aujourd'hui, vous arrivez dans une classe c'est la base qui est faussée en fait. Je ne vais pas... Certains pointent un doigt accusateur, par exemple, sur les nouvelles technologies qui appauvriraient, disons, la langue. Entre autres, oui, mais il faut... Moi, je pars un peu plus en arrière que ça. Les nouvelles technologies sont venues entériner quelque chose. Parce que je dis qu'à un moment donné, c'est dès la petite enfance, donc dès l'école primaire, que ces bases-là s'acquièrent. Je me souviens, on avait derrière, en couverture des cahiers que nous avions, il y avait la table de multiplication et les conjugaisons. Ça, c'était les b.a.-ba. Aujourd'hui, prenez un élève au pif du primaire, CP1, CP2, ou peut-être allons plus loin, dans les classes plus hautes, CE1, CE2, demandez-lui de vous conjuguer le verbe manger au président de l'éducatif. Je ne suis pas sûr qu'il saura le faire. Mais ça, on considère que c'est des détails en fait. On passe là-dessus allègrement, et puis après, quand l'enfant grandit avec ça sur le truc machin, et comme vous dites, après, on en vient aux nouvelles techniques de la communication qui font que quand les enfants écrivent des SMS aujourd'hui, quand ils s'envoient, mais c'est tout sauf du français. On se comprend peut-être, mais nous autres, quelquefois, au début, on s'y est fait parce que c'est comme ça. Mais après, au début, mes filles, moi j'ai 3 filles, mais après, au début, quand elles m'envoyaient des SMS, j'ai oublié de leur demander, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que je n'arrive même pas à déchiffrer. Mais est-ce que ça ne devait pas être le contraire? Parce qu'aujourd'hui, avec le téléphone portable, on peut se promener avec une centaine de livres. Des livres qu'on télécharge. Et puis, en principe, ça devrait plutôt être, en tout cas, une vague sur laquelle les Français devaient surfer. Mais ça fait exactement l'effet inverse et pervers, j'allais presque dire. Parce que, même quand vous allez aujourd'hui sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc., tout ça, quand vous postez un message, ben, à la limite, on vous impose une certaine taille, quoi. Plus c'est long, et moins vous avez des gens qui le lisent. Il met un like dessus et puis il passe son chemin parce qu'il n'a pas autre chose à faire. Les gens viennent là comme dans un fast-food, quoi. Ils veulent, c'est vraiment, ils n'ont pas le temps. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le livre, c'est avant tout le bon vieux livre avec sa pagination qu'on peut intercaler et puis aller revenir? Il faut y toucher. Le livre, le simple fait d'ouvrir des pages, de tourner des pages sur le truc machin, il y a un contact direct que vous n'avez pas avec votre écran à défiler le truc machin. C'est long parce que tourner une page et puis lire, c'est moins fastidieux que d'être sur un écran sur le truc machin. Et surtout quand vous recevez un flot important d'informations comme ça sur le truc machin, vous avez tendance plutôt, on défile plus vite sur l'écran, mais on ne voit pas grand-chose. Alors que quand vous avez votre livre, vous l'ouvrez, vous avez 2 pages face à face, vous lisez, après vous mettez un intercalaire, vous déposez, vous savez que vous êtes arrêté là de l'histoire, vous reprenez là où vous avez laissé tout, vous reprenez votre livre là où vous avez arrêté la lecture, et puis c'est un cheminement qui se poursuit. Mais avec les nouvelles technologies, c'est vraiment il faut être à la page. Si je peux m'exprimer, il faut être à la page. On veut tellement être à la page qu'on va vite et on ne voit rien. Doit-on faire aujourd'hui le deuil des bonnes lettres, des belles lettres? Pas doit-on, mais c'est un constat. Ces belles lettres vont venir de qui? Encore, moi je suis navré, mais j'ai comme l'impression qu'après, le français va se réduire, si ça continue, et malheureusement ça a l'air d'être le cas, à sa plus simple expression, elle va être une langue de communication comme une autre, là où ça a été la langue de la diplomatie internationale. Pourquoi? Parce que c'est une langue d'une richesse, d'une subtilité telle que aujourd'hui, on ne peut pas réduire ça juste au volet communication. Le français, c'est presque la seule langue dans laquelle vous dites une chose
et son contraire, sans vous compromettre. Mais aujourd'hui, on en est à parler français pour se comprendre, quoi. Je rappelle que vous avez été donc lauréat du Grand Prix littéraire du président du Faso en roman. Vous avez été lauréat à la SNC également du Grand Prix national des arts et des lettres en nouvelles, lauréat du concours national des contes et proverbes. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est même la nature de la francophonie. Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi la francophonie? Parce que quand on regarde, la francophonie aujourd'hui est dirigée par une secrétaire générale qui vient d'un pays qui a renié le français et qui a tourné le doigt au français. On a à l'intérieur de la francophonie des pays où on a très peu de locuteurs, disons, de la langue de Molière. Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi la francophonie? La francophonie me semble aujourd'hui être davantage un outil diplomatique, j'ai presque envie de dire pour la France, qu'autre chose. Je ne vois pas en quoi est-ce que l'OIF défend, bec et ongle, si je peux me permettre l'expression, la bonne pratique, la bonne connaissance et la bonne pratique du français. C'est plus un instrument politique, diplomatique, qu'autre chose, parce que, après, la preuve, vous avez une organisation qui s'appelle l'Alliance francophone internationale, qui est totalement indépendante des différents gouvernements, etc., mais qui par contre, prône la francophonie dans sa pureté et sa portée culturelle. Mais la francophonie politique, aujourd'hui, fait en sorte que, à la limite, on passe le français par perte de profit, la langue française par perte de profit, parce que c'est presque l'ultime outil qui reste à la France pour défendre sa position politique, diplomatique, stratégique par rapport à un territoire qu'elle rêve d'étendre à des pays autres même que francophones. Moi, je n'ai absolument rien contre l'actuel secrétaire général de l'OIF, ni contre le Rwanda, mais comme vous l'avez dit, ça interpelle quand même que l'on aille chercher dans un pays qui a tourné officiellement dos aux Français pour aller au Commonwealth, pour venir présider l'OIF. Ça veut dire que ce n'est sûrement pas... Pour vous, il faut recentrer la francophonie sur la culture et la langue. Il faudrait. On ne peut pas faire abstraction des autres aspects, dont notamment le développement, etc., tout ce qui s'ensuit, mais il y a une base à tout. On ne peut pas dire Organisation internationale de la francophonie. Dans la francophonie, il y a quand même français à la base, quoi. Mais après, s'il faut aller à un sommet de l'OIF pour se parler anglais, moi, personnellement, ça ne me parle pas, quoi. Alors, M. Sommet, si en tout cas l'amour des lettres vous a conduit donc à embrasser donc une carrière de formation en lettres modernes, vous avez surtout tracé votre sillon dans le milieu professionnel, disons dans le domaine de la communication. Alors, d'où est née également quand même cette orientation vers plutôt la communication en termes donc de carrière professionnelle? Vous m'avez demandé quelque part au début si les lettres, ça nourrissait son homme. Vous voyez? Et donc, je vous ai dit non. Mais maintenant, côté professionnel, il fallait bien avoir, j'allais dire, la lucidité d'aller vers des métiers voisins que m'autorise ma connaissance et ma maîtrise de la langue française pour aussi pouvoir faire chauffer la marmite, comme on dit vulgairement, quoi. Donc, c'est bien pour ça que, parce que du français à la communication, je crois qu'il y a... Le pas est vite franchi. Le pas est vite franchi. Voilà, et bon, j'ai glissé par pragmatisme, mais en restant un amoureux fou des belles lettres et puis du français en tant que tel. Est-ce qu'on peut faire de la communication ou du journalisme juste sur la base d'une formation en littérature? Non. Non, mais après, je vais dire, j'ai presque envie de vous retourner la question en vous disant, est-ce qu'on peut faire du bon journalisme en français si on ne maîtrise pas la langue française? Parce que ça aussi, ça c'est un aspect des choses qui, quelquefois, me désolent, je ne dis pas. Mais ça c'est le b.a.-ba, mais derrière, quand on veut embrasser le métier... On est obligé d'aller chercher certaines ficelles.
ce que j'ai fait, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités qui permettent un peu de se former, et à la fois sur le tas et hors académie, j'allais dire, pour savoir un peu que, bon, c'est un métier, hein, le journalisme, c'est pas... Et moi, je ne suis pas dans le journalisme, de toute façon, je suis plutôt communication que journalisme, parce que c'est deux... c'est pas à vous que je vais le dire, c'est pas la même chose. Certains disent même que c'est contraire. Bon, exactement. Parce qu'on dit que la communication arrange et que l'information plutôt fait le contraire. Oui, le communicateur crée l'événement et le journaliste en rend compte. En tout cas, de 2013 à 2014, quand je parcours votre curriculum vitae, je vois que vous êtes directeur de publication. Tout à fait. De wikiburkina.net, un site d'information en ligne, et de Média Mag, le journal des journaux. Alors, une expérience qui semble avoir tourné court. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a plusieurs motifs. Le premier, c'est que la ligne éditoriale n'a pas été facile à tenir parce que, comme le dit le Média Mag, le journal des journaux, je vais vous dire, je me souviens un épisode où ça n'a pas du tout été facile parce que ça a été tout de suite, ça a été très mal vu et très mal pris par, j'allais dire, les confrères, surtout moi j'ai un journal qui se dit le journal des journaux, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Parce qu'il s'agissait de porter un regard critique sur la pratique, la bonne pratique, j'allais dire, de la déontologie professionnelle au niveau des médias. Donc, quand vous vous mettez à vouloir critiquer les journaux ou les journalistes, tout de suite, vous êtes dans une ligne de mire excessivement dangereuse. Et ça, Dieu seul sait ce que ça m'a coûté en son temps. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez pris justement une option? Parce que d'aucuns diront que c'est peut-être s'ériger comme ça en censeur. Pas un censeur en tant que tel, mais pourquoi est-ce que des gens qui au quotidien critiquent les autres seraient-ils aussi allergiques que ça à ce qu'on leur dise simplement que ici ou là, vous n'avez pas respecté les règles de votre propre profession? Mais là, on a déjà le Conseil supérieur de la communication. C'est peut-être là que se pose le problème. On se dit, au lieu de vous créer une ligne éditoriale, vous voulez vous ériger voilà, à mettre en donneur de leçons. Non, pas en donneur de leçons, du tout. On distribue des bons points comme des mauvais. Quand c'est bien, on dit que c'est bien. On disait que c'est bien. Quand c'est pas arrivé, on se dit, c'est pas arrivé. Mais maintenant, on ne dit pas, je n'ai pas la science infuse non plus. Mais je vais dire qu'il fallait que les journalistes, entre eux-mêmes, entre guillemets, aient ce regard-là, critique sur ce qu'ils font. Le Conseil supérieur de la communication, ça c'est un organe de régulation. Moi, je passais, Média Mag n'avait pas du tout cette prétention sur le tout. Mais quand je lis, moi, avant d'écrire, moi je suis un très grand lecteur. Je lis mon journal pratiquement tous les matins. Sur le tout. Et avant que Média Mag ne vienne, j'écrivais. J'avais des tribunes dans les quotidiens de la place. J'ai toujours pris activement part au débat public. Mais après, quand je lis les journaux sur le truc, c'est pas juste une question d'opinion. Mais c'est juste la façon de traiter l'information. Et je pense que le problème demeure. Média Mag n'est plus, mais le problème demeure, c'est-à-dire qu'il faut un peu plus de rigueur professionnelle dans le traitement de l'information. Mais je comprends. Aujourd'hui, il est clair qu'il faut plus de rigueur, mais quand vous créez un organe, parce que c'est quand même également une entreprise, disons, commerciale, qui est appelée quand même à faire recette, mais est-ce que vous comprenez qu'un lecteur ne puisse pas être tenté d'aller... Le lecteur veut de l'information, aller payer juste pour savoir comment les journalistes ont travaillé cette semaine. Bon, est-ce que là, dès le départ... Il y a un public pour ça, et je pense que c'est l'orientation du journal, c'était pas vraiment ça. C'est vrai que c'est une entreprise privée, commerciale, tout, mais je pense qu'il y a de la place, il y avait largement de la place, et il y a toujours de la place pour un organe de ce genre qui puisse rendre compte de la façon dont l'information a été traitée par et dans les médias. Il y a un lectorat pour ça. La preuve, on avait des abonnés, il y avait des gens qui... Bon, peut-être la vente au grand public comme ça, c'était pas trop notre cible, ça. Mais c'était plutôt traiter
le traitement de l'information à l'attention d'un public un peu plus avisé. Le monde scientifique peut-être, et puis... Exactement, exactement. Mais ça n'a pas plu, disons les choses comme telles, parce que je peux comprendre, parce que... Est-ce que vous avez reçu des récriminations précises? J'ai reçu des menaces physiques. C'est pas que des récriminations, j'ai reçu des menaces physiques. Et en son temps, l'Observatoire burkinabé des médias en a été saisi. J'ai reçu des menaces physiques. C'est pas des récriminations, que des récriminations, j'ai reçu des menaces physiques parce qu'on se dit, mais c'est qui ce monsieur-là? Pour qui il se prend? Pour dire que tel journal a maltraité telle information. Bon. Après, si on se considère dans le milieu comme des intouchables, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Et puis après, le résultat des courses, on ira où comme ça? Lorsque l'on veut critiquer et ne jamais être critiqué, je pense qu'il y a quand même une inéquité dans l'affaire. Ok, toujours est-il que, en tout cas, tout cela a eu raison un peu de cette aventure en tant que directeur de publication, disons. Mais il n'y a pas que vos médias. Aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu quand même un printemps de médias également au Burkina Faso, peut-être encore qui continue. Mais autant des quotidiens, autant des parutions, en tout cas, viennent sur la place. Autant également, on assiste à la disparition. On a eu des disparitions de journaux assez célèbres quand même, comme Gigi. Aujourd'hui, l'Indépendant. Voilà, il y a beaucoup de journaux comme ça qui ont défendu. Est-ce que c'est le marché des médias burkinabés qui est difficile? Quelque part, sûrement, et pas que le marché des médias, ça ne se passe pas qu'au Burkina. Mais je vais dire, il y en a un peu... Le marché est très restreint. On parlait tantôt de la lecture. Peu de gens aujourd'hui lisent. De plus en plus, nos enfants, nos jeunes frères, ils vont sur les réseaux sociaux, ils ont l'information brute telle qu'ils veulent. Ils ont à s'emmerder, entre guillemets, avec un journal. Donc, le lectorat s'amenuise de plus en plus. Il faut aller chercher, je crois, d'autres débouchés. Il faut orienter. Aujourd'hui, je pense personnellement que si quelqu'un veut se lancer aujourd'hui dans la création de médias, sur le truc, bon, les médias chauds, ça va encore plus ou moins. Mais le journal, en tant que tel, bon, il survivra toujours. L'impression qu'on a quand même, c'est qu'il y a quand même quelques grands quotidiens qui sont là, ancrés, qui se sont... Mais oui, mais c'est ça. Et que derrière, il n'y a plus véritablement de la place pour... Oui, exactement. Mais bon, faut-il faire grief à ces grands titres-là? Parce que quand même, ils viennent de loin. Et je crois qu'ils ont bâti sur des années, ils ont connu aussi leur période de vache maigre. Mais je veux dire que le marché n'étant pas extensible et étant peut-être ayant même plutôt tendance à s'amenuiser, bon, les nouveaux qui arrivent sur le marché ont du mal naturellement à se faire de la place. Il y a certains qui estiment qu'il ne faut même pas s'en émouvoir parce que c'est l'ordre normal des choses, la loi de l'offre et de la demande, la loi du marché. Un journal qui naît, qui disparaît, c'est dans l'ordre normal des choses. Est-ce que c'est votre avis? C'est dommage qu'un journal naisse et meure. Parce que, comme j'ai dit, autant on a du titre, autant on a une vision, une approche plurielle du traitement de l'information en tant que tel. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que si c'est uniquement dans le sens de traiter et de porter l'information au public, il n'y a jamais assez de médias ou de journaux. Mais le problème, justement, c'est qu'aujourd'hui, certains observateurs estiment qu'on a certains qui se lancent un peu dans l'aventure juste parce que j'ai une opinion différente, je crée un journal. Alors que créer un journal, ça doit obéir également quand même à une étude de marché et tout ça, exactement de la même manière qu'on le ferait dans un autre domaine commercial. Mais oui, c'est d'abord avant tout une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une question de rentabilité derrière. Bon, si ce n'est pas rentable, quelle que soit la justesse de l'opinion que l'on veut porter, ou que l'on porte, c'est sûr qu'à un moment donné, la réalité économique aura raison de l'organe en question. Peut-être que certains comptent sur la subvention de l'État. Non, la subvention de l'État, je ne pense pas que la subvention de l'État puisse faire vivre véritablement un journal. Elle vient en appoint. Mais
lorsque vous regardez par rapport au nombre de titres qu'on a sur les trucs, l'État burkinabé n'a pas les moyens non plus de mettre des milliards et des milliards de subventions à la presse. Je n'ai pas le chiffre exact du montant actuel de cette subvention-là, mais je suis persuadé que lorsque vous regardez la part qui revient à chacun des organes, c'est sûrement pas sur ça qu'un journal peut compter pour vivre. C'est un appoint que l'État essaie de faire. Mais moi, je suis de ceux même qui pensent qu'à la limite, hein, au lieu de donner du cash, entre guillemets, aux organes de presse, on ferait mieux de revoir la législation sur certains des ingrédients qui entrent dans la fabrication du journal. Alléger les taxes sur le papier, alléger... Ça, c'est quelque chose qui aiderait beaucoup plus. Parce que quand c'est de l'argent qu'on donne, les confrères m'excuseront, mais bon, je vais dire, l'utilisation de cet argent-là, est-ce que c'est toujours sûr que ça entre pleinement et entièrement dans le fonctionnement du journal? Déjà, même cette subvention, il y a certains qui estiment que l'État mette des fonds publics pour accompagner des organes ou des entreprises privées, que cela pose problème. Oui, mais là aussi, je trouve que la critique est un peu sévère parce qu'il ne faut pas nous oublier non plus, quelque part, le rôle social que jouent ces médias, ces organes de presse-là. Aux côtés des médias publics, c'est sûr que les journaux privés participent utilement, quelle que soit la divergence des points de vue, participent utilement à l'animation de la vie publique. Donc, que l'État puisse leur donner un coup de pouce de temps en temps, je ne pense pas que ça soit si critiquable que ça. Sinon, à ce moment-là, il faudrait peut-être aussi enlever d'autres subventions telles que celles qu'on donne aux partis politiques. Parce que quelqu'un crée son parti politique pour conquérir le pouvoir, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'État va lui donner de l'argent pour aller chercher son électorat. Mais on comprend que si on veut que la vie démocratique soit convenablement animée, entre guillemets, il faut bien qu'à un moment donné, on donne un peu des moyens à ces gens-là pour agir, quoi. Alors, M. Sommet, on va rester un peu dans le même registre avec aujourd'hui la nécessité, en tout cas convenue, de réguler les réseaux sociaux, surtout dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Réguler ou ne pas réguler, le débat se pose aujourd'hui. Quel est votre avis là-dessus? Vous savez, le phénomène des réseaux sociaux peut s'appréhender sous divers aspects. C'est un peu comme une médaille, quoi. C'est à double face. C'est un couteau à plusieurs tranchants. C'est un couteau à multiples tranchants parce que autant ça a libéré considérablement la parole publique et populaire, autant ça nous amène dans une sorte de tour de Babel où tout le monde parle et personne forcément n'écoute son prochain. Et ça fait que ça part dans tous les sens. Oui, c'est une porte largement ouverte à la liberté d'expression. Attention, trop de liberté, ça tue la liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, cette liberté sur les réseaux sociaux est préjudiciable à un combat crucial comme celui que mène le Burkina contre les terroristes? Est-ce qu'il y a des dérives, par exemple, que vous constatez? Malheureusement, oui. Malheureusement, parce que sur les réseaux, j'ai toujours eu cette impression-là que c'est le premier qui a partagé l'information inédite qui a raison. Mais ce n'est pas toutes les informations qu'il faut partager. On ne peut, et je ne le dis pas que pour j'allais dire, les internautes et puis les animateurs des réseaux sociaux. Je le dis aussi malheureusement parce que là, depuis un certain temps, je constate que officiellement, on est en train de glisser sur ce même terrain-là. Autant on veut réguler, autant on reproche à certains lanceurs d'alerte, activistes, etc., tout ça, de mettre certaines informations sensibles sur la place publique, autant, aujourd'hui, à force de vouloir surcommuniquer, l'officiel aussi est en train d'aller sur ce machin, parce qu'il y a des informations que je vois sur l'officiel cachetées sur... Et après, ça me fait le coup, je dis, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de mettre ça sur la place publique? Parce que c'est des informations ultra sensibles. Le pays est aujourd'hui, excusez-moi de l'expression, en guerre contre un ennemi d'un genre nouveau, horrible, tout ce que vous voulez. Mais après, on est obligé de mener la guerre
sur le plan de la communication en mettant sur la place publique, sur les réseaux sociaux, certaines informations qui, de mon humble point de vue, devraient relever quand même du secret défense. Et ça, excusez-moi de le redire encore une fois, ça vient de part et d'autre. Je le vois de la part de l'ancien d'alors de certains activistes, je le vois aussi de la part de certaines institutions officielles qui, à mon avis, n'avaient pas besoin de... Donc si on va chercher l'équilibre de l'information sur les réseaux sociaux en balançant de part et d'autre les informations de ce genre-là, j'ai l'impression que ça crée un climat, de mon point de vue, malsain. Qu'est-ce qu'il faut interdire aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut faire comme, en tout cas dans les années 68, interdit d'interdire? Non, interdire, bon, on est dans un contexte démocratique. Lorsqu'on dit interdire tout de suite, on va vous dire, oui, il ne faut pas interdire, il faut pouvoir avoir la capacité de contrôler. Mais comme ces choses, Google, Facebook, etc., tout ça, bon, c'est international. C'est difficile pour je ne sais pas, c'est difficile, peut-être que techniquement c'est faisable, mais il est difficile pour l'État burkinabé, à son simple niveau, de dire, bon, écoutez, telle chose sera publiée, telle chose ne sera pas, etc. Ça a commencé par les forums sur les médias en ligne. Ça a commencé, où on vous dit, oui, voilà, ce forum est régulé a priori. Mais ça n'a jamais empêché de voir des commentaires, mais complètement déviants là-dessus. Aujourd'hui, on est carrément sur des plateformes où il n'y a presque pas d'emprise technologique de la part de l'État. Chacun y vient sous des identités fallacieuses, mais déverser ce qu'il a à déverser, le truc machin. Donc, je crois que c'est... Soyons concrets. Aujourd'hui, oui? Quelqu'un, voilà, on vient de perdre, par exemple, des agents de la douane qui publient des images de ces dépouilles-là sans filtre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut l'enfermer? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? L'enfermer, bon, je dis, ça c'est la sanction, ça relève du juge, ça, je ne veux pas aller sur... Mais je dis que ça interpelle. Vous êtes journaliste, vous savez très bien que vous ne pouvez pas vous permettre de balancer toutes sortes d'informations comme ça sur les trucs. Mais lorsque l'on montre comme ça des photos de cadavres, de gens qui viennent fraîchement d'être assassinés par des terroristes, des gens qui défendent les couleurs de la nation, est-ce que ça honore celui qui a publié? En quoi est-ce que ça grandit la personne? En quoi? Je ne comprends pas quel plaisir malsain on peut avoir à faire ça. Ça peut... Imaginez tant soit peu. Le parent direct, l'épouse, le papa qui voit ça, avant qu'on ait eu le temps de le préparer à la nouvelle qu'elle a perdu son mari, qu'il a perdu son enfant, on balance ça comme ça. C'est un fait presque banal. C'est pas seulement une question d'avoir une position X ou Y par rapport au terrorisme, mais c'est une simple question de bon sens. Aujourd'hui, dès qu'il y a un accident de la circulation, je laisse de côté le terrorisme, les gens qui s'arrêtent, le premier réflexe, c'est faire une photo, la seconde qui suit, c'est sur les réseaux. Sans aucun respect pour le droit à l'image, pour l'intimité des gens. Et c'est ça, tout le danger des réseaux sociaux. Si on n'arrive pas à trouver le moyen, ce n'est pas seulement par rapport à la lutte contre le terrorisme dans laquelle on est engagé, c'est même par rapport même à la société dans son ensemble, qu'il faut impérativement arriver à reprendre la main sur, j'allais dire, l'extra-libéralisme qui est en train de s'installer sur ces nouveaux outils de communication-là. Alors, M. Soumaïla va évoquer l'actualité, en restant un peu dans ce domaine, notamment donc, le terrorisme. Actualité marquée donc ces derniers jours par les enlèvements. Le maire de Marcoy qui a été enlevé, avant lui c'était le curé de Djibo, deux enseignants également qui avaient été enlevés malheureusement, qui ont été assassinés. Et ce n'est pas tout. On a l'impression que c'est devenu une nouvelle stratégie des terroristes. Hélas. Je voudrais pouvoir vous répondre non, mais
le constat s'impose et me fait froid dans le dos parce que progressivement, on est vraiment en train de s'installer dans l'horreur parce que je crois que j'ai l'impression que les terroristes sont en train de changer de stratégie par rapport à l'engagement ferme que le gouvernement a pris d'engager véritablement l'armée dans le combat pour venir à bout de ces fléaux. Maintenant, ce ne sont plus les FDS, ils s'en prennent à de pauvres civils. Ils enlèvent des enseignants, ils enlèvent des maires, ils enlèvent même un curé. Certains y voient plutôt le signe que le combat de l'armée aujourd'hui porte et qu'ils sont obligés aujourd'hui de réorienter leur stratégie vers des actions beaucoup plus d'éclat, mais en prenant moins de risques. J'aimerais bien que vous ayez raison sur ce plan-là. Et si c'est les soubresauts d'une fin de vie pour le terrorisme, je dis bravo à notre armée, bravo à nos forces de défense et de sécurité. Maintenant, bon, il faut aller vite, non plus dans le combat pour éradiquer tout ce mal avant qu'il n'ait non plus fait plus de mal que ça à des personnes sans défense, quoi, je vais dire. Il y a eu donc l'assassinat de ces deux enseignants. En tout cas, un épisode douloureux qui a horrifié l'ensemble du pays. Comment vous avez réagi à cela? Non, j'ai réagi comme tout bon Burkinabé. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas du tout parce que, vous voyez, c'est venu porter presque un coup moral terrible à une stratégie du gouvernement annoncée il n'y a pas longtemps, qui est la volonté de réouvrir ces centaines d'écoles qui ont dû fermer pour pour faire du terrorisme. Bon, au moment où le gouvernement s'engage à faire en sorte que les classes réouvrent et que ces milliers d'enfants-là puissent retourner à l'école, on s'en prend directement aux animateurs de ces écoles-là. C'est comme pour dire, si vous revenez, voilà, voilà ce à quoi vous exposez, voilà le risque. Bon, mais ça, vous savez, il ne faut pas non plus s'attendre de la part de ces gens-là. Moi, je ne m'attends pas du tout à ce qu'ils soient... Ils ont fait la preuve qu'ils agissent sans foi ni loi. À nous de trouver les moyens d'éradiquer le mal. Est-ce qu'aujourd'hui on apporte les bonnes réponses, M. Sommet? Les bonnes réponses, elles ne sont certainement pas toutes faites, mais je crois que la volonté ferme y est. Quand on s'engage dans un combat, c'est toujours ça. Hein, on ne peut pas être sûr de sortir gagnant, mais je crois que, comme on dit, le gouvernement burkinabé a pris le taureau par les cornes et c'est tant mieux, quoi. Je pense qu'il était plus que temps. Et puis, au lieu qu'on aille laisser nos forces de défense et de sécurité se faire assassiner sur un poste de douane, sur un commissariat ou sur un poste de gendarmerie, il faut engager le combat. Quand il faut y aller, il faut y aller. Et je crois que là, moi, je soutiens parfaitement l'option qui a été prise. Il faut vraiment y aller, quoi. Moi, à la limite, je ne me serais pas contenté, moi, d'un état d'urgence. J'aurais déclaré un état de guerre, carrément, parce qu'après ça, véritablement, quand vous êtes un gouvernement et que vous regardez un peu comment les choses se passent, ça a commencé dans le Sahel, ça s'est métastasé. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu partout sur les trucs machin. Bon, cet ennemi-là, écoutez, à un moment donné, il faut se dire, bon, ok, ça va. Toute affaire, c'est simple. Il va falloir, c'est un mal qu'il faut que l'on vainque, parce que ça met en péril tout le reste. Donc, moi, ça ne me gênerait pas du tout qu'on me dise aujourd'hui, diplomatiquement, c'est peut-être gênant, mais moi, ça ne me gênerait pas que le Burkina se dise, bon, écoutez, on est en guerre contre un truc machin, laissez-nous 2 jours, on va finir avec ça et après on reviendra. Au grand mot, les grands moyens. Exactement. Dans l'opération Haut-Empoix-Nous, j'espère que je prononce bien, avec cette semaine, donc, la visite du ministre de la Défense à l'Est pour aller encourager donc, les troupes. C'est une opération aujourd'hui également qui a permis quand même d'engranger un certain nombre de résultats. Est-ce que c'est ce qu'il faut véritablement élargir pour permettre de ramener la sérénité? Bon, je ne suis pas militaire, je ne suis pas un stratège militaire, mais je dis que s'ils ont commencé par là, par ce bout-là, moi je salue déjà cette action, mais je me dis que certainement qu'il y a une stratégie qui est là qui fera en sorte que
progressivement, toutes les zones concernées par le phénomène seront prises en charge par notre armée et nos forces de défense et de sécurité, de sorte à ce que, parce que bon, si on se limite qu'au Sahel, du moins à l'Est, parce qu'ils sont venus du Sahel, après qu'ils courent aller, pendant qu'ils sont à l'Est, c'est au Sahel qu'ils enlèvent, qu'ils tuent sur les trucs, machin, je crois qu'il faudrait qu'on puisse se donner les moyens de les prendre à tenaille et puis d'éradiquer ce truc, parce que ça met véritablement en danger nos efforts et nos actions de développement, je crois. Alors la fausse note dans ce combat, c'est bien sûr la publication du rapport du MBDHP, qui pointe du doigt donc un certain nombre d'exactions qu'auraient commis nos forces de défense et de sécurité. Il y a également une publication de Human Rights Watch, des publications qui ont été donc décriées par une partie de l'opinion, qui estime ici que quand il s'agit en tout cas de tueries perpétrées par les terroristes, il n'y a personne, on ne voit personne, et maintenant là, sur la base d'enquête, on veut jeter l'opprobre sur leur armée. Ça, c'est l'avis de l'opinion. Oui, j'ai suivi ce débat-là au sein de l'opinion et j'avoue que je suis un peu mal à l'aise par rapport à deux ou trois choses. Je veux dire, quelque part, j'ai presque envie de dire que le MBDHP est dans son rôle. C'est un mouvement de défense des droits de l'homme et sur toute exaction, que ça concerne les terroristes ou les forces de défense et de sécurité, je pense que le MBDHP est fondé à s'auto-saisir et à mener une quelconque enquête pour faire jaillir. Mais est-ce que vous avez compris la réaction négative d'une partie de l'opinion? Non plus, oui, j'ai compris cette réaction-là, mais je veux dire que c'est pour ça que je parlais tantôt de guerre. C'est peut-être parce que on ne veut pas prononcer le mot, etc., qu'il y a encore de la place pour ça. Aussi, aujourd'hui, le Burkina Faso est en guerre contre un ennemi. Je ne crois pas qu'en situation de guerre, en ce moment-là, si c'est une guerre normale, bon, c'est régi par une réglementation internationale, mais là, nous avons affaire à un ennemi sans visage. Comme on a l'habitude de dire, c'est une guerre totalement asymétrique. Bon, après, et c'est là où je dis que ça me gêne sur quelques points, parce que le MBDHP, bien qu'étant dans son droit, enquête sur un fait, bon, ils diront que c'est des exactions, mais comme si nous étions dans une guerre normale. Maintenant, ces gens qui ont été tués, moi, j'ose espérer que... C'est pas parce que c'est pas une guerre normale que tout est permis. Non, c'est pas... Tout à fait. C'est pas, tout est permis. Non, mais je vais dire qu'aujourd'hui, il est difficile avant, et je pense que quand même, il y a les forces de défense et de sécurité, je pense quand même qu'elles ont des méthodes d'engagement. Je ne pense pas qu'ils vont se lever comme ça, aller encercler un village et puis exécuter tous ceux qui sont là. Comme ça pour... Il y a certainement des enquêtes en amont, il y a des extraits, mais les terroristes, avant qu'il ait agi, vous comme moi, nous pouvons être nous sommes de potentiels terroristes, personne ne sait. Maintenant, si les forces de défense et de sécurité ont véritablement enquêté sur le truc, machin, savent qu'il y a telle situation, bon, et elles ont agi, le MBDHP dit qu'il y a eu des exactions, le débat est posé, mais je vais dire que ça ne fait pas avancer véritablement le chemin public, comme on dit. Parce que nous sommes dans une situation où, pendant que, dit, ah oui, mais un tel, on n'aurait pas dû, on aurait dû procéder comme si on... Quand le terroriste arrive, il ne demande pas comment on procède. Il n'a pas de règle d'engagement, lui. C'est ça la difficulté. S'il y a des soupçons avérés et qu'il faut empêcher, il faut intervenir avant que le terroriste ne passe à l'acte. Bon, j'ai presque envie de dire aussi qu'il y a une forme de légitimité. Alors, M. Sommet, l'actualité est marquée également par le passage à la 5e République, référendum ou pas. En tout cas, à l'issue d'une audience avec le président du FASO, le président de la Commission constitutionnelle a dit que la voie référendaire était toujours, en tout cas, la voie privilégiée par le président. Mais beaucoup estiment que le débat est posé parce que il ne sert à rien de mettre des milliards pour adopter un texte consensuel. Dans l'autre cas, on estime que pour un texte aussi sacré, il ne faut pas calculer. Oui, mais je crois que j'ai un avis
trancher sur le sujet, moi je crois qu'il y a d'autres priorités. Et si référendum, il devrait y avoir, la date n'est pas fixée. Et j'ai la faiblesse de croire que au plus haut sommet de l'État, ils ont également conscience que nos moyens ne sont pas illimités. Si référendum, il devrait y avoir, il y a une issue possible qui serait de le coupler avec l'élection présidentielle de 2020. Mais c'est un engagement du président pour cette année. Ah, il a dit que ça se ferait cette année. En tout cas, avant la fin de... Ça je n'avais pas ce détail, mais je vais dire que s'il l'a dit, bon, je pense que il sait où trouver les moyens de le faire. Mais ne serait-ce que même sur la question purement sécuritaire, je ne pense pas qu'au point où nous en sommes aujourd'hui, nous avons 7, si ma mémoire est bonne, 7 régions en état d'urgence sur 13. Est-ce que c'est vraiment le moment d'aller mobiliser les populations, battre campagne dans ces régions-là? Mais l'adopter à l'Assemblée, est-ce que ça n'enlèverait pas également quand même quelque chose au caractère sacré de ce document? Mais c'est la voix du peuple, l'Assemblée, que je sache. C'est les élus du peuple qui sont là-bas. Ce n'est pas parce qu'il y a une majorité pour X ou contre Y qu'il faut nécessairement aller à un référendum. Moi, vous savez, il faut aussi quelquefois être réaliste dans notre approche de la démocratie. Parce que moi, je vais dire un truc qui peut peut-être choquer, mais je dis, moi, franchement, je pense que ce texte-là, un texte de ce genre-là, à part le côté légitimité populaire, etc., tout ça, mais je pense qu'il serait mieux compris, mieux discuté au sein de l'hémicycle que d'aller le soumettre à des gens qui vont mettre un bulletin, qui vont voter oui, qui vont voter non, qui n'ont jamais lu et qui ne sont même pas capables de lire un seul article de cette Constitution. Il faut aussi quelquefois arrêter de mimer les choses, quoi. Moi, je pense que ceux qu'on a élus, qui sont à l'hémicycle, ils représentent valablement notre Assemblée, ils votent pour des textes tout aussi importants. Donc, il ne faut pas aller sur le sacré et puis dire, bon, on va faire une Constitution. Oui, mais après, de toute façon, ce qui est sûr, référendum ou Assemblée, je suis presque sûr à 99% qu'elle sera adoptée, cette Constitution. Parce que c'est un texte consensuel. Ben exactement. Alors, M. Sommet, il y a également cette situation au ministère de l'Économie, avec un mot d'ordre de grève, disons non officiel, un mot d'ordre officieux qui circule sur les réseaux sociaux et qui appelle donc les agents à observer le service minimum. Et concrètement, on a vu des journaux qui ont publié cette semaine des contribuables qui ont du mal, en tout cas au niveau des régies, à régler leurs taxes. Alors, quelle est votre lecture un peu de cette situation au ministère de l'Économie? C'est une situation regrettable, malheureuse. Parce que tout est parti du fonds commun et de la volonté de le réguler. Oui, mais ça ne date pas, malheureusement, d'hier. C'était sous l'ancienne ministre qui est partie, Mme Nsori. Et apparemment, les gens ont cru en son temps que c'était un problème de personne. Elle est partie, le problème persiste. Donc je crois qu'il faut... Les fonctionnaires, quelquefois, je n'arrive pas à comprendre. Parce que le ministère de l'Économie, les agents de la régie de recettes et tout ce qui s'ensuit, mais c'est le nerf de la guerre. Nous en avons plus besoin actuellement, parce que le pays fait face, comme on a dit tantôt, à une menace terroriste, à une guerre qui nous est déclarée. Et si en ce moment-là, c'est en ce moment précis, que pour des questions d'intérêt corporatiste, on prend en otage les sources de nos maigres revenus, moi ça me pose question. Ça me pose vraiment question parce que je dis, je ne suis pas contre les avantages de quelqu'un, mais je dis, il faut choisir les moments pour toute action. Est-ce que véritablement, c'est le moment de dire, moi je vais pour payer mes impôts, je vais trouver le guichet fermé, et après on dit, oui, mais il faut donner les moyens à nos forces de défense et de sécurité pour assurer notre quiétude. Mais ces moyens, on va les prendre où? Défendre le territoire national, ça fait partie des prérogatives régaliennes d'un État. Mais ils sont frustrés parce qu'il y a quand même des intérêts ou des acquis qui sont... Oui, mais lorsque la nation elle-même est en péril,
je pense qu'il faut pouvoir, chacun à notre niveau, consentir un minimum de sacrifice. Chaque jour, ce sont des Burkinabés, malheureusement, qui tombent au front de cette lutte-là contre le terrorisme. Mais pendant ce temps, mais si quelqu'un, dans son bureau climatisé, se dit, moi, à la fin du mois ou à la fin de l'année, je veux mon fonds commun, si ce n'est pas le cas, je n'encaisse pas les taxes, les impôts qu'on vient payer et qui vont servir par ailleurs à doter ces mêmes forces de défense de sécurité de l'arme. C'est comme presque de la trahison en période de guerre. Je dis que il faut... C'est parce que l'État burkinabé... Vous savez, ce pays-là est béni de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a traversé tellement de régimes, etc. Mais à ma connaissance, il n'y a pas un seul régime qui a fait un mois sans payer des salaires. Moi, je rêve qu'un jour, dans ce pays-là, on fasse 6 mois sans que les fonctionnaires aient leur salaire. Comme on l'a vu dans d'autres pays, pas loin de nous. C'est là qu'on comprendra la réalité des choses. Mais tous les régimes successifs, quel que soit ces Chines, ils vont chercher, je ne sais où, on a des magiciens qui nous dirigent, et Dieu merci, pourvu qu'on en ait toujours, ils vont chercher des moyens pour venir, que chaque 25 du mois, tout fonctionnaire puisse passer à la caisse. On ne sait pas comment on fait. Comme l'a dit quelqu'un, ça n'a pas plu, on n'a pas encore le pétrole, j'espère qu'on en aura un jour, mais on a quelles ressources? Donc il faut arrêter non plus des fois aussi de trop tirer sur la corde, parce que je trouve que lorsque, encore une fois, la nation est en péril, je crois qu'il y a certaines revendications, il y a certaines querelles qu'il faut savoir taire. On n'est plus par le temps, M. Sommet. L'actualité internationale, on va évoquer quand même l'Algérie avec la rue mobilisée plus que jamais pour le départ de Bouteflika. Alors, on s'attendait à tout cas à ce que ça arrive partout, sauf peut-être en Algérie, considéré quand même comme un pays où véritablement le président Bouteflika avait la même mise, avec bien sûr tous les hommes autour de lui. Alors vous, quelle lecture vous faites de cette situation en Algérie? Le président a promis bien sûr, il est candidat, il a maintenu sa candidature, mais il promet de ne pas le terminer, peut-être un an après, organiser bien sûr une transition avec une nouvelle constitution et tout ça. Et malheureusement, en tout cas, c'est un message qui n'est pas entendu dans la rue. Et on est là, le bras de fer dans la rue en Algérie. Vous savez, moi, la situation actuelle en Algérie m'attriste un peu. C'est une situation véritablement pathétique. Mais en même temps, j'ai presque de l'admiration pour ce peuple algérien. Parce que ce n'est pas banal. Il faut se souvenir que l'Algérie, c'est l'une des colonies qui a accédé à son indépendance suite à une guerre contre la France. Voilà. Et c'est un peuple très éduqué. Il y a un niveau d'éducation relativement élevé par rapport au continent. Et c'est peut-être ça qui justifie que jusque-là, malgré l'ampleur des manifestations, nous sommes restés jusque-là dans un esprit... c'est des manifestations pacifiques. C'est pas comme ailleurs, d'ailleurs, vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais eux, jusque-là, ça reste dans une certaine discipline citoyenne et républicaine. Croisons les doigts pour qu'on ait une issue dans le même esprit. Mais je veux dire que Bouteflika doit renoncer, selon vous? Bouteflika, la rue est en train de sauver. En fait, moi, je ne dis pas. Les Algériens sortent. J'ai presque envie de dire, c'est la rue qui est en train de sauver Bouteflika. Le pauvre Bouteflika, quand on dit Bouteflika a dit, j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça. Le mec, il est malade. Il est malade. Il est sur une fauteuil, il ne peut pas parler. Ça fait depuis combien d'années que Bouteflika ne s'est pas adressé oralement à son peuple? Mais il est pris en otage, disons les choses comme telles, par un système. Après, on vient, on dit oui, mais le Bouteflika a dit que... Il a dit ça ou qu'il a entendu parler. Il ne parle plus, le pauvre monsieur. Mais la rue dit assez. Assez. Arrêtez. Libérez ce vieux-là. Qu'il aille se soigner, qu'il aille mourir, entre guillemets, de sa belle mort. Mais arrêtez de nous dire, Bouteflika a dit qu'il va prendre un 5e mandat, il ne va pas le terminer. Il a pris un 4e, on ne l'a pas vu. D'autres ont gouverné en son nom. Mais qu'on libère ce pauvre vieux, quoi. Parce que moi, je trouve que ça commence à bien faire. On se dit, oui, le président... Mais
attendez, il va faire quoi d'un 5e mandat pour Bouteflika? Ok, M. Sommet, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous en prie. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Je rappelle, mesdames et messieurs, l'invité ce soir était donc M. Iter Sommet, consultant senior et conseiller en communication et médias. Merci encore. Merci à vous qui nous avez suivis. Et à dimanche prochain pour un autre numéro de l'émission Sur la Brèche.